Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique qui vous présente son émission Au cœur de la société. Au cœur de la société, vous le savez, c'est une émission au cours de laquelle on analyse la plupart des sujets qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Nous évoquons trop souvent aussi les conflits fonciers dans cette émission et surtout les choses, les communs des mortels, tout ce que vous connaissez là. Notre numéro reste le même. Et aujourd'hui, on revient une fois de plus avec notre invité. Il est analyste politique socio-culturel indépendant. C'est M. Félicien Kindoula qui a accepté une fois de plus notre invitation. Vous le savez, l'actualité politique en République démocratique du Congo est dominée par plusieurs sujets, notamment les escalades verbales. Et nous avons l'épineuse question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo avec Antoine Defol, le ras-le-bol de la population des Béni qui exige le départ des casques blés de la MONUSCO. Nous assistons aussi à des pluies diluviennes ici en République démocratique du Congo et la vie dans nos partis politiques et les relations entre les leaders et la notion soi-disant de l'autorité morale de la plupart des partis politiques ici en République démocratique du Congo. Monsieur Félicien Kindoula, une fois de plus, bienvenue. Nous espérons que vous vous portez très bien. Oui, par la grâce de Dieu, je me porte bien et ma santé qui posait problème s'améliore au fur et à mesure et très rapidement et je remercie le Seigneur pour ça. Vous remerciez le Seigneur, père d'une famille, citoyen congolais, acteur politique, mais vous assistez comme tout le monde impuissamment aux tueries de l'Est du pays. Écoutez, j'ai déjà beaucoup parlé sur la situation que nous avons à l'Est de notre pays. C'est un problème très complexe. Vous savez, d'abord, le fait d'avoir des richesses comme nous l'avons dans notre pays, c'est devenu une malédiction pour nous. Et pour beaucoup de peuples aussi, à travers le monde. Mais beaucoup de gens ont compris et ont pris des dispositions pour qu'ils ne continuent pas à mourir à cause de leurs richesses. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir à cause de nos richesses. Vous voyez ce qu'on fait avec la Syrie et ce qu'on fait avec tous ces pays-là, la Syrie, comment on appelle encore, pour le pétrole et tout ça. Et les gens sont en train de mourir, la Libye et tout consort. Et ça, c'est à cause de leurs richesses qu'ils sont en train de mourir comme ça. Nous ne sommes pas les seuls. Et vous vous rappelez que c'est depuis la conférence de Berlin qu'il a été décidé par les Occidentaux que les bassins du Congo n'appartenaient pas seulement aux Congolais. Les richesses du Congo, ce n'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour le monde entier et tout ça. Mais le problème, c'est la façon de se répartir ces richesses qui pose problème. Et ils ont trouvé que pour avoir les richesses du Congo, la seule solution, c'est d'utiliser les voisins du Congo pour déstabiliser le Congo et pour tuer et violer et piller les richesses du Congo. Et c'est ça que les Occidentaux, avec leurs, comment je vais dire, alliés qui sont nos voisins, ont trouvé. Et aujourd'hui, si on parle des pays voisins qui prospèrent et qui se développent mieux que le Congo, vous comprenez bien que c'est avec les richesses du Congo. Donc le problème du Congo, ce n'est pas un problème qu'on doit traiter à la légère. Parce que tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui sont là
depuis l'époque Mobutu jusqu'à aujourd'hui, savent pourquoi nous sommes en train de mourir, savent pourquoi la guerre ne peut pas se terminer. Au moins sur Mobutu, il a suggéré avec comment je veux dire, l'élan patriotique qu'il avait, il a su quand même comment contenir la pression et les ambitions des Occidentaux et des pays voisins. Mais après lui, c'est la foi. Et voilà comment nous sommes en train de souffrir. Est-ce qu'on peut s'accrocher à ceux qui pensent qu'il a fallu la tête de Mobutu pour neutraliser l'Est du pays? Bah, écoutez, il n'y a personne qui est éternel. Et on ne devrait pas avoir un Mobutu qui devrait faire 200 ans. L'âge ou l'espérance de vie pour chaque peuple, c'est bien déterminé, ou pour chaque personne. Mobutu ne pouvait pas vivre 1000 ans ici pour continuer à maintenir la pression de tous ces gens-là. Mais ce qui nous manque, c'est un problème de patriotisme. Il n'y a pas vraiment de patriotes, surtout dans la classe politique. Parce que tout ce qui se passe à l'Est, c'est soutenu par les Congolais. Il y a des Congolais qui sont là et qui ils savent que ce sont les étrangers qui sont en train de déstabiliser les pays, de tuer, de violer, de piller les richesses. Mais pour qu'ils puissent avoir droit au chapitre et aussi avoir un poste, protéger son poste, et avoir quelque chose pour qu'il puisse vivre. Et il est prêt à soutenir même des choses qu'il ne pouvait pas soutenir. On soutient même ceux-là qui sont en train de nous tuer. On soutient même les étrangers qui viennent piller notre pays. On les soutient parce qu'on est égoïste, parce qu'on veut gagner pour soi-même. C'est ça la politique du ventre. Donc, tant que nous aurons des gens comme ça, des gens médiocres, des gens inconscients qui ne comprennent pas qu'on n'a qu'un seul pays, même si vous avez plusieurs nationalités, mais votre pays d'origine, c'est votre pays. C'est ça qui compte. Et comme on le dit, on les chante dans notre hymne national, les ancêtres nous ont légué ce pays, nous devons léguer à nos enfants. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de gérer la question des richesses de l'Est du pays? Quand bien même au niveau de la conférence de Berlin, ça a été décidé que les richesses de la RDC appartiennent à toute l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de gérer la question? Mais c'est là justement le problème. Donc on devrait trouver une autre façon de gérer que de tuer les gens pour avoir ces richesses. On devrait trouver d'autres moyens. Mais malheureusement, on ne trouve pas d'autres moyens. Ce qu'on a trouvé, c'est de tuer, de détruire. Et c'est là où nous cherchons des patriotes, là où nous demandons l'élan patriotique des Congolais qui doivent se liguer comme un seul homme derrière, comme il y a un président de la République aujourd'hui qui est un opposant de longue date et qui a la volonté de mettre fin à cette guerre, comme il a dit lui-même, s'il doit mourir pour ça, il va mourir. Que tous les Congolais disent, si nous devons mourir pour ça, nous mourrons. Et on a vu ça sous d'autres cieux, l'engagement citoyen, là, et on a vu sous d'autres cieux, je vais dire, l'élan patriotique a sauvé beaucoup de choses. Et ne pensez pas que si les Américains ont échoué au Vietnam, c'est parce que le Vietnam avait des armes sophistiquées, plus sophistiquées que les Américains. Mais non, mais parce que le Vietnam avait une population décidée à défendre son pays contre les Américains. C'est comme ça que les bombes et tout ce que les Américains avaient n'ont pas réussi à gagner la guerre au Vietnam. Beaucoup d'autres exemples dans ce monde peuvent illustrer ça. Mais moi, je pense qu'ici, chez nous, nous avons un problème d'hommes, nous avons un problème de médiocrité de la classe politique. Vous les voyez vous-même. Vous les voyez soutenir même l'insoutenable. Vous les voyez, ils sont là, et ils sont à l'aise. Et quand l'Est est en train de brûler, une grande partie d'un pays est en train de brûler, et les gens meurent, et on pille les richesses et tout ça, mais les gens sont contents parce que certains trouvent leur compte là-dedans.
parce que certains s'enrichissent derrière ces guerres de l'Est. Mais voilà peut-être ce qui a poussé la population de Béni finalement à monter au créneau pour exiger le départ des casques bleus. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Oui, mais écoutez, le départ des casques bleus, on peut le demander, mais ça ne sera pas une solution. C'est vrai que les casques bleus ne sont pas venus pour nous faire des conférences de presse comme ils le font chaque mercredi pour nous dire à tel endroit il y a eu autant de morts, à tel endroit il y a eu autant de viols et tout ça. Moi, personnellement, ça m'énerve parce que ce n'est pas venir nous dire combien sont morts, mais vous êtes venus pour empêcher qu'il y ait des morts et des viols. C'est ça la vérité. Mais il y a aussi une autre paire de manches qu'il faut considérer. Ces gens sont venus pour venir nous aider, mais ils ne sont pas venus se battre à notre place. Ce n'est pas eux qui doivent prendre le devant pour se battre. D'abord, ce sont les forces armées de la République. Ils sont venus soutenir les forces armées de la République. Ils sont venus et les appuyer. Ils viennent en appui. Oui, mais quand maintenant ils arrivent, ils trouvent que son problème n'est pas de se battre à l'Est, mais son problème c'est d'aller piller comme l'ennemi est en train de piller, d'aller chercher des richesses. Et comment voulez-vous qu'ils puissent aller se mettre en première ligne? Mais pourquoi ils ne dénoncent pas, mais ils gardent le silence? Là, on cite finalement leur complicité dans cette question. Non. S'ils constatent que les FARDC jouent à ces jeux-là, mais ils doivent dénoncer. Non, en tant que... Et la population finalement s'en En tant que journaliste, vous ne pouvez pas dire cela parce qu'ici, nous avons vécu à un moment donné où la MONUSCO a donné même la liste des officiers qui sont en train d'entretenir ce qu'ils mettent là à l'Est. Et on a même demandé, les Nations Unies ont demandé que ces gens-là puissent être sanctionnés et tout ça. Et ça posait problème ici. Et vous n'oubliez pas que chaque fois qu'un fils de ce pays, un patriote, commandant de l'armée, commence à progresser avec ses troupes pour bouter l'ennemi dehors. Vous connaissez, ça fait comment ça arrive, à commencer par Moussa Mabé et puis tous ceux qui ont suivi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème au-dedans. Il y a un problème à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la classe politique. Mais au-delà de cela, M. Félicien Kindo, plus de 11 000 hommes à l'est du pays. Et finalement, sur le terrain, qu'est fait concrètement la MONUSCO? Mais écoutez, ces gens sont venus, comme nous venons de vous dire, en appui. Dernièrement, vous avez suivi, même on avait refusé la collaboration avec la MONUSCO. Notre armée ne pouvait pas collaborer avec la MONUSCO à l'Est, alors qu'au même moment, les rebelles étaient en train de gagner du succès là-bas à l'Est. Et nous n'avons pas besoin de la MONUSCO. Et nos forces armées vont se battre même avec la rébellion, mais la rébellion était en train de gagner du terrain. Ça signifie quoi tout ça? C'est-à-dire que nous ne voulons pas que la guerre se termine. Et quand les gens de la MONUSCO qui sont venus pour la guerre, maintenant on les trouve dans le trafic de minerais, qui devait les en empêcher? Mais c'est nos militaires qui sont avec et qui devaient leur dire, les responsabilités sont partagées. Vous êtes venus pour nous appuyer dans les problèmes de la guerre et non pas dans les richesses. Mais quand ils leur disent, laissez vos histoires de se battre pour la guerre, faites comme nous sommes là pour piller les richesses. Si vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à vous taire, mais si vous voulez, prenez aussi votre part. Et c'est ce qui se passe. Comment vous voulez demander à celui qui est venu vous aider de faire le contraire de ce que vous êtes en train de faire, vous qui avez besoin de l'aide? Et puis, généralement, on dit que quand vous partez chez les gens, il faut observer sur quel pied ils dansent. Vous n'allez pas danser à contre-courant. Donc, à Rome, il faut se faire aux mains. Mais justement, là, vous pointez du doigt les FARDC. Non, mais je ne pointe pas les FARDC, je pointe toute la classe politique congolaise. L'armée est dirigée par les politiques. L'armée se trouve au service de la politique. Toute la classe politique, elle est à condamner. Sinon,
Comment un officier militaire va faire des bêtises et on l'a envoyé pour faire la guerre, pour gagner la guerre, et il fait l'inverse et il reste toujours là. Il sera toujours rappelé, il sera toujours suspendu, il sera toujours révoqué. Alors, mais au contraire, ceux qui font du succès, leur fin c'est la mort. Est-ce qu'on a déjà analysé ces faits-là? On a déjà analysé ça? Non. Mais le président de la République a réfléchi autrement, déplacer tous ces gens-là à l'est du pays après l'état-major. Oui, mais il est en train de chercher des solutions. Mais ces solutions ne peuvent réussir que s'il y a une conscience commune, s'il y a vraiment des gens qui comprennent, s'il y a vraiment un élan patriotique. Mais seul, lui, il ne va rien faire. Il peut déplacer même tout l'état-major, même tous les camps militaires de Kinshasa, les mettre là-bas. Tant que nous aurons les mêmes hommes, tant que nous aurons les mêmes politiciens qui ne veulent pas devenir des hommes d'État pour se dépasser, pour s'oublier soi-même et travailler pour l'intérêt du pays, le président de la République ne va rien faire. Alors, en quelques mots, comment changer l'homme congolais? Parce que même Kabila l'a regretté, il a dit qu'il n'a pas pu changer l'homme zaïrois en l'homme congolais. Oh oui, il y a possibilité de changer l'homme congolais. Et je pense que ça commence déjà quand on commence à combattre l'impunité, à combattre les antivaleurs, à combattre la médiocrité. On arrivera au résultat. Ce n'est pas avec une baguette magique, mais il faut commencer quelque part. Mais on n'a jamais commencé. Mais maintenant, si le président de la République, comme il l'a dit, s'il ne reste pas au niveau des slogans, mais nous aurons les résultats, même pas avec son mandat, les mandats qui viendront, nous pouvons voir un pays où il y a des hommes qui se battent pour leur pays et qui ne cherchent pas l'enrichissement sans cause, qui ne cherchent pas à vendre le pays pour son intérêt personnel. On y arrivera. On y arrivera. Le Front commun pour le Congo a finalement décidé de faire une auto-évaluation partant du processus électoral et de l'accord entre le FCC et le CACH. Le FCC se trouve à Kisantu. Nous sommes dans la province du Congo central. L'évaluation de l'accord entre le FCC, CACH et la marche du FCC. Félicien Kindula, analyste politique. Écoutez, moi je ne sais pas pourquoi ils sont là à Kisantu. Ils peuvent avoir de bonnes raisons pour être là et peut-être réfléchir pour l'intérêt du pays et l'intérêt du peuple congolais. Si c'est pour ça, il n'y a pas de raison pour les blâmer ou pour les critiquer. Mais tout ce que moi je demande à cette classe politique, qu'ils soient des FCC ou des CACH, et qui doivent savoir que nous avons organisé des élections ici le 30 décembre. Et on nous a donné les résultats qui ont été acceptés par tout le monde. Le président qui a été élu et en fonction, il est en train de travailler. Et nous tous, nous devions être là en train de le soutenir pour qu'il puisse réussir son mandat pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple congolais. Et si on va en contre-courant de ce qu'il veut faire, c'est qu'il y a un problème. Donc nous ne pouvons pas être en train de chercher le bonheur du peuple congolais et au même moment en train d'utiliser les moyens pour ne pas y arriver. Monsieur, on va revenir sur ça. Mais le problème, c'est que même les ministres en fonction se déplacent et laissent la place. Ils laissent la place à qui? Parce qu'ils doivent travailler pour la nation quand on est déjà ministre. Est-ce qu'on doit forcément toujours répondre à mais c'est ça le problème de ce que je dis toujours, de la médiocrité et de la classe politique en Afrique et en général et particulièrement au Congo. Quand quelqu'un est nommé ministre, il est ministre de la République, il n'est pas ministre d'un parti politique. Parce que si vous êtes ministre d'un parti politique, tout le monde pour qui vous travaillez n'est pas dans votre parti politique. Comment est-ce que vous allez travailler? Vous pouvez être ministre de l'énergie et à donner de l'électricité seulement aux gens de votre parti politique parce que les gens sont disséminés à travers le pays, à travers la ville de Kinshasa ou autres villes. Et on n'a pas placé les gens dans des camps où les communes réparties. Ça, c'est la commune de FCC, ça, c'est la commune de Cache, ça, c'est la commune de la Moka et tout ça. Les gens ne sont pas comme ça. Les gens sont
pêle-mêle est installé, chacun là où il veut. Et l'électricité, si ça manque aujourd'hui en Ngaba, ça va manquer pour tout le monde, qu'il soit FCC, qu'il soit Cash, qu'il soit la Moka ou je ne sais pas quel parti, et tout le monde manquera l'électricité. Ainsi de suite, la même chose, si on manque l'eau à Kisenso, mais là à Kisenso, vous trouvez les gens de FCC, vous trouvez les gens de la Moka, vous trouvez les gens de Cash. Donc, quelqu'un qui est ministre de l'énergie ou est ministre de je ne sais pas quoi, ne peut plus appartenir à son parti. Et puis il appartient à son parti, mais il suspend un peu ses activités ou son appartenance. Il va leur donner de l'argent, il va cotiser comme tout membre, mais il ne peut pas être en train de participer aux activités du parti à temps plein, alors qu'il doit travailler pour la République. Et ça, nous devons arriver à dépasser ce niveau-là. C'est comme le cas, vous êtes secrétaire exécutif provincial du PPRD, doit forcément être le gouverneur de province. Il n'y a pas d'incompatibilité avec ces deux fonctions. Mais le problème, c'est que nous sommes sur les traces de Mobutu. Nous avons vécu ça avec les MPR. Alors pourquoi Mobutu est parti mourir au Maroc si tout ce qu'il faisait était bon? Nous sommes en train de suivre ce pas. On était ça avec Mobutu. Vous êtes quelque part un responsable dans l'administration ou dans le gouvernement. Vous êtes aussi président des impairs ou de ceci, cela, ou de ceci, cela. Et nous avons vécu cela. Et s'ils trouvent que Mobutu a bien fait et que nous devons rentrer là-bas, et alors, rentrons, alors trouvons des solutions, changeons de constitution, mais pas comme ça. La constitution dit autre chose et nous faisons autre chose. Est-ce que c'est possible qu'on ait encore une transition après cette passation du pouvoir pacifique? Écoutez, moi, cette histoire-là de transition, je ne sais même pas faut-il appeler ça transition. Nous sommes déjà dans la transition. Comment expliquer que nous sommes là dans un régime qui a été proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle, un système qui est là. Mais puisque nous n'avons jamais eu un État démocratique, et que c'est la première fois que nous faisons des élections qui ont donné les résultats que nous avons, et nous avons un président qui a été élu, un président autre que du parti qui avait toujours gagné. C'est-à-dire quand même nous avons fait quelque chose, un pas de plus. Parce qu'avant, c'est comme à l'époque des impairs. C'est lui qui organise, c'est celui qui gagne. Mais cette fois-ci, ce n'est plus celui qui a organisé qui a gagné. Quelle que soit la manière. Oui, mais c'est quand même une transition. Ça fait une transition démocratique. Donc nous sommes dans une transition. Donc on apprend maintenant comment on peut organiser les choses démocratiquement. C'est une transition. Mais moi, par contre, c'est que j'ai toujours demandé, moi personnellement, ça m'engage, que la conférence nationale n'avait pas abouti à cause de notre médiocrité. Ce que nous pouvons faire, c'est de reprendre la conférence nationale souveraine qui a existé dans ce pays. Il y a beaucoup de choses qui devraient être faites. Il y a des résolutions qui ont été décidées lors de la conférence nationale souveraine. Avec l'arrivée de l'AFDER, tout a été enterré. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout à travers le monde. C'est l'émission Au cœur de la société qui continue avec notre invité, Monsieur Félicien Kindula, qui est analyste politique et socio-culturel. Indépendant, il faut le préciser, indépendant. On finira toujours à revenir sur cette question de l'indépendance avec lui. Mais notre invité propose la reprise des travaux du dialogue de la conférence nationale souveraine qui a été suspendue jusqu'à ce jour. Est-ce que c'est une autre proposition, mais sous un autre format pour qu'on convoque encore un autre dialogue? Parce qu'il n'est pas le seul, Martin Fayulu l'aurait aussi proposé dans ce sens-là. Apparemment, vous marchez ensemble. Non, moi c'est depuis très longtemps. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi si le président Martin Fayulu avait proposé ça. Mais moi c'est depuis très longtemps, avant même les élections, avant même qu'il y ait de la MOCA, de cela, j'ai toujours pensé que la conférence nationale souveraine n'avait pas abouti. Ça s'est arrêté à mi-chemin. Il fallait quand même qu'on termine cette affaire-là et c'était très important pour le pays. Surtout en ce qui concerne la commission
Défense et sécurité. Non. La commission qu'on appelait Vérité et Réconciliation. On pouvait abandonner tous les restes, mais la commission Vérité et Réconciliation était très importante. N'importe quel gouvernement, n'importe quel régime peut reprendre cela pour que nous puissions savoir dans ce pays qui est qui a fait quoi depuis que nous sommes indépendants. Si on peut prendre ne fût-ce que cette période-là. Mais qui va convoquer cette conférence-là? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vous qui le proposez. Ça, je ne sais pas encore. Mais je vois d'abord le contenu. Le contenu, c'est de savoir qui est qui a fait quoi. Et peut-être on pouvait arriver à interdire à certaines personnes de ne pas exercer un droit politique dans ce pays. Parce que nous prenons les mêmes qui ont tué, qui ont pillé, qui ont détruit, qui ont eu des fonctions par-ci par-là, qui en ont abusé. Et ce sont ceux-là les mêmes qu'on voit qui tournent là-bas et le pays n'avance pas. Mais le Front National, le FNLC du président Kanimbu, avait déjà repris avec les travaux de la conférence nationale. Ils ont même clôturé les assises et semble-t-il qu'il y a même un gouvernement qui avait été élu à l'issue de ces assises-là. Bon, je ne demande pas comme ça, chacun il fait sa conférence nationale, vous voulez qu'il s'assoie chacun il fait cela. Moi je dis la même conférence nationale souveraine que nous avons eu à l'époque. Vous n'allez pas la convoquer sous la médiation du cardinal émérite quand même. Non, j'ai dit la même conférence. Si aujourd'hui, ces institutions-là qui avaient convoqué cette conférence nationale souveraine disent aujourd'hui que nous récupérons la commission Vérité et Réconciliation parce que les choses ne marchent pas dans ce pays. Justement, il faut une réconciliation nationale. Oui. Et les choses ne marchent pas. Il y a trop de médiocrité. Les gens travaillent pour leur ventre. Il n'y a pas l'amour de la patrie. Donc, ça sont des choses que nous devions débattre et prendre des résolutions. Parce que nous sommes en train de tourner en rond, on fait comme on dit, au lieu de nettoyer la plaie, on ne fait que mettre les médicaments sur cette plaie-là qui est déjà, qui a déjà depuis, qu'on n'a pas enlevé, et vous mettez les médicaments dessus pour arriver à quel résultat. Et c'est ce que nous vivons dans ce pays. Avec les escalades verbales. Voilà comment nous avons terminé. Nous avons fait des élections. On a vanté ces élections pour la première fois. Une alternance pacifique, c'est cela. Même pas une année. Regarde où nous en sommes. Des querelles interminables. Et les bâtons dans les roues. Les injures. Et tout ça. C'est ça l'alternance. C'est ça la passation pacifique du pouvoir. Nous pouvons vanter encore ça, mais au contraire, on se moque de nous, par nos voisins, par d'autres pays. Alors que nous avons une vocation, le Congo a une vocation d'être un grand pays, d'être un centre d'intérêt de toute l'Afrique, et même pourquoi pas du monde entier. Mais avec ça, nous n'avons que la médiocrité. Beaucoup plus de médiocres qui sont dans les institutions, qui occupent des fonctions et qui ne peuvent pas faire avancer le pays. Mais après plus de 25 ans de lutte, on s'imaginait que l'UDPS allait accélérer un peu les choses, surtout concernant le développement et peut-être aussi le changement des mentalités. Mais on a comme l'impression que l'FCC et le CACH, apparemment, sont des oiseaux des mêmes plumes. Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que nous devons nous regarder dans les yeux pour dire qui est qui. Parce que c'est facile de faire l'opposition. Mais aujourd'hui, tous ceux qui criaient à l'opposition, ils sont où? Mais c'est ce que vous appelez la force de FCC, c'est les anciens opposants qui sont devenus FCC. Vous pouvez leur poser la question, comment ils ont fait pour partir d'une rive à l'autre rive. Ils ont traversé comment? La politique est dynamique. Ah bon, la politique est dynamique, c'est-à-dire qu'il faut être inconstant. C'est-à-dire qu'il faut faire la politique de la mangeoire, du ventre. C'est ça le dynamisme de la politique. On n'a pas un idéal à atteindre.
Alors, avec ces escalades verbales, est-ce qu'il faut donner finalement raison à Martin Fayulu? Moi, je ne lui donne pas raison, parce qu'il est aussi politicien congolais. Ça veut dire... c'est la même chose. Ils sont les mêmes. Les politiciens congolais. Parce si les politiciens congolais sont les mêmes... Ceux qui sont là, l'IDPS... C'est quoi l'issue des sorties? C'est que tu appelles l'IDPS par rapport à Martin Fayulu. Vous pouvez comparer l'IDPS à Martin Fayulu. Dans ce pays, on entendait Étienne Tshisekedi, on n'entendait pas Martin Fayulu, on n'entendait pas Félix Tshisekedi. Mais quand Étienne est mort, tu es là, l'a rappelé. Tout le monde a dit que c'est son fils qui les remplace, qui peut les remplacer valablement parce qu'il ne va pas trahir. Et le peuple a mis son dévolu sur le fils, et le fils est là. Même vous plaignez encore, vous dites non, FCC et IDP, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que nous serons toujours avec toutes ces coalitions, on ne peut pas avancer. Donc, on devrait à tout prix laisser l'IDPS gérer. Seul? Oui. Mais les résultats des élections ont donné autre chose. Oui, c'est ça le problème. Mais le résultat... L'IDPS en tant que parti politique n'a pas cet ancrage-là dans la population pour obtenir la majorité. C'est très bien de dire ça. C'est comme si vraiment il y avait encore un autre parti politique dans ce pays qui pouvait être au-dessus de l'IDPS. Alors on a les PPRD? Non. L'IDPS et les PPRD ne peuvent pas se mesurer sur les terrains congolais. Moi, je vous dis que des élections libres et transparentes, des élections crédibles, ce n'est pas les FCC qui devraient gagner comme ça. En tête, ça devrait être l'IDPS. Combien d'années l'IDPS? Combien d'années dans ce pays? L'IDPS organise des meetings sans argent. Les gens viennent de tous les coins à pied. Ce n'est pas le cas avec les FCC. Vous allez comparer l'incomparable. Le PALU l'a fait aussi. Hein, mais le PALU, c'est un petit par rapport à l'IDPS. On sait que le PALU l'a fait, mais c'est un petit. C'est pour combien de gens? Ils peuvent mobiliser combien dans ce pays? Alors, soyons honnêtes. Donc, moi, je pense qu'il y a eu des problèmes avec ces élections au niveau du Parlement et au niveau des élections provinciales. C'est avec les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais malheureusement, on avait dit qu'on devrait suivre ça, mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté en cours de route. Donc, moi, il ne faut pas dire que ce qui est là, c'est ce qui devrait être. Donc, moi, je pense que cette commission, si elle avait existé, elle pouvait résoudre beaucoup de problèmes. Peut-être, ça pouvait résoudre beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, avec cette coalition, si on ne prend garde, nous risquons de ne pas arriver au résultat que nous attendons. Parce que le temps qu'on doit faire finalement le président Tshisekedi pour arrêter cette hémorragie? Bon, écoutez, au niveau du président Tshisekedi, il dit qu'il n'y a pas de problème. Lui et son prédécesseur, ils s'entendent bien. Mais on ne comprend pas. Et si ils s'entendent bien, les problèmes sortent d'où alors? Mais quand vous prenez par exemple les problèmes que vous venez de poser ici, des officiels, des ministres, du gouvernement qui se déplacent pour aller dans les histoires politiques pendant qu'ils sont en fonction. Et ici, au même moment aussi, Cash organise, je ne sais pas qui encore organise, et tout ça. Nous pouvons rester sans gouvernement ici. Mais tous les partis. Parce qu'ils sont redevables envers les partis politiques. Oui. Ben, sinon, on te chasse du pouvoir. Mais c'est ça qui est grave. C'est grave, ça. Donc, nous devons... Si c'est ça qui dit notre Constitution, nous devons revoir notre Constitution. Donc, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, on doit avoir le courage de dire tout haut qu'il faut réviser quelques dispositions de la Constitution afin de remettre les choses sur les rails. On ne peut pas fonctionner comme ça. Non, on ne peut pas. Ça, c'est de la bouillabaisse. Un ministre, il est un ministre pour la République. Un ministre n'est pas un ministre pour un parti.
Et c'est ces partis-là qui semblent donner des leçons aux autres après 18 ans de gestion. Écoutez, je ne suis pas là pour ça. Moi, je demande à ce que les gens changent de mentalité, changent de comportement et qu'ils puissent travailler pour leur pays et pour leur peuple. Et c'est pour cela qu'on doit aller au pouvoir. Mais si on doit aller au pouvoir pour qu'on change sa vie, parce qu'on n'avait pas de vélo, maintenant on a des voitures, on n'avait même pas un frigo à la maison, maintenant on a des chambres froides et tout ça. Alors, et puis après, avec les miettes qui vous restent, il faut commencer à aller vous amuser avec la population que vous avez appauvrie à souhait, aller les donnant, les distribuant des miettes et ils vous acclament. Mais cet état des choses doit s'arrêter un jour. Ça doit s'arrêter un jour. Est-ce que vous croyez aussi qu'actuellement la justice semble prendre de la vitesse? Nous assistons ces derniers temps à l'arrestation de quelques personnalités politiques. On avait vu le ministre provincial de l'Intérieur être arrêté et mis en prison. Et aujourd'hui, c'est l'un des candidats à l'élection présidentielle qui venait d'être arrêté, Gabriel Mokia, transféré à la prison de Makala. Écoutez, on a toujours arrêté les gens. Mokia, ce n'est pas pour la première fois qu'on arrête. Il a déjà été arrêté, il a été à Makala. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté un certain ministre provincial, je crois. Doli Makambo. Oui, Doli Makambo, et qu'on a arrêté Mokia, que la justice maintenant est en train de faire un bon travail. On a toujours dit que la justice élève une nation. Et alors, aller dans tous les tribunaux en République démocratique du Congo, dans tous les, comment on appelle ça, les parquets et tout ça, aller voir s'il n'y a plus de problèmes de corruption, s'il n'y a plus de problèmes d'antivaleur. Et là, vous allez voir si les droits est vraiment dit comme il devait être dit. Et alors, quand vous rentrez, vous direz, vraiment, les choses ont commencé à changer. Il y a un coup d'envoi. Mais ce n'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un ici aujourd'hui, parce qu'il est ministre, on a arrêté, et ministre provincial, c'est ça qui change les choses. Ou bien parce qu'on a arrêté Mokia, c'est ça qui change les choses. Non, ce n'est pas comme ça que les choses changeront. Les choses changeront quand un pauvre qui n'a pas d'argent, on vient lui arracher sa maison et il va en justice sans argent, mais il gagne et il récupère sa maison. Et quand c'est lui qui est puissant financièrement. Les mains de celui qui est puissant. On va voir que la justice fonctionne quand on va respecter la loi, quand on va respecter les procédures et quand on peut être rassuré que la loi est au-dessus de tout le monde. Mais ce n'est pas à cause de parce qu'on a arrêté tel ou tel autre que vous allez dire que les choses ont changé dans la justice. Alors, M. Félicien Kindoula, nous tendons vers la fin. Peut-être on peut évoquer la question des pluies diluviennes. On est tous ici à Kinshasa, on a assisté à un spectacle et finalement il y a eu mort d'homme et le chef de l'État s'est déplacé dans quelques quartiers de la commune, de quelques quartiers de Kinshasa, notamment dans la commune de Lemba, ainsi de suite. Mais apparemment, ça devient une routine à chaque fois qu'il y a la pluie à Kinshasa. Bon, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Vous suivez aussi à travers le monde. Il y a des inondations par-ci, des inondations par-là. Bien que ça ne fait pas les mêmes nombres de victimes comme chez nous. Comme dégâts ici en Europe. Oui, la différence est seulement que partout ailleurs, les autres... ils prennent des dispositions, ils préviennent les risques de tout cela et c'est pourquoi quand ça arrive, il y a peu de dégâts. Ils sont surpris en fait par la nature, par les phénomènes naturels, mais ici chez nous, ça devient quelque chose de quotidien, de naturel. Donc, chaque fois qu'il y aura la pluie, déjà, il y aura des inondations, il y aura des maisons qui vont partir, il y aura des gens qui vont mourir. Parce que c'est comme ça, on ne prend pas de précautions, on ne prévient rien, et seulement on déplore, c'est fini, et on continue à déplorer des années en années, et on continue, et la vie continue comme ça. C'est ça seulement la différence. Mais partout,
les phénomènes naturels, il y en a, et les, comment je vais dire, les intempéries qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir, mais il y a des gens qui ont déjà pris des précautions chez eux, qui savent qu'il y a la météo, il y a ceci, cela, qui peut leur indiquer. Donc nous aurons des problèmes, mais tels problèmes peuvent arriver, et il faut prendre des dispositions. C'est pourquoi chez eux, il y a moins de dégâts, parce qu'ils sont avertis et ils prennent des dispositions. Mais chez nous, ceux qui nous dirigent, ils sont juste à la recherche de l'enrichissement sans cause. On construit même là où il ne faut pas construire. Mais tous ces gens vont vous brandir des documents. Oui, ils vont vous brandir des documents et puis c'est comme ça continue chaque année et tout. Chaque régime vit cela et il passe et puis ça reste. C'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça que nous vivons. Nous sommes arrivés à la fin. Mais un téléspectateur voulait savoir c'est quoi votre façon de dire, en d'autres termes, vous réclamez indépendant. Pourtant, il y a eu des années et quelques mois, vous voyez appartenir à un courant politique, à un mouvement politique, et aujourd'hui, vous vous déclarez indépendant. Cette indépendance-là, il y a quoi? Non, écoutez, je suis indépendant en tant qu'analyste. C'est parce que je veux faire... Vous avez un passé, pourquoi? Oui, mais écoutez, je vais faire des analyses de façon indépendante. Je ne vais pas faire des analyses parce que je suis centriste, parce que je suis des cash, parce que je suis des FCC, parce que je suis des PES ou l'INC. Non. Je fais des analyses de façon indépendante, en tant qu'analyste. Si ça vous choque, vous, parce que vous êtes dans tel camp, vous changez de comportement. Si vous trouvez que c'est des bonnes analyses, vous les récupérez pour changer les choses. Et alors, de cette façon-là, je peux soutenir, je peux appuyer n'importe qui, n'importe quel parti qui est sur le bon chemin. Mais si je fais des analyses comme centriste, donc je voudrais amener tout le monde à devenir centriste. Or, je ne peux pas imposer ma façon de voir à tout le monde. Merci beaucoup, M. Félicien Kindula. Je rappelle que c'était votre dernier mot pour qu'on puisse clôturer cette émission. Nous espérons vous retrouver une fois de plus sur ce plateau au fur et à mesure que l'actualité l'oblige et évolue. Je suis à votre disposition. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, c'est complètement la fin de cette émission au cœur de la société. Vous l'avez suivi. Notre invité, Félicien Kindula, analyste politique et socio-culturel indépendant. Il a essayé de décortiquer l'actualité dans toute indépendance d'esprit. Et il ne nous reste qu'à vous dire au revoir et surtout vous retrouver prochainement. Nous espérons toujours au cours de l'émission au cœur de la société.